Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue ici à Budapest pour le 11e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Hongrie. Bonjour mon cher Thibaut. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. C'est votre première visite ici, mais c'est le 31e Grand Prix de Hongrie et tout avait commencé en 1986. Oui, dans notre séquence archive, on a remué tout ça, on a trouvé pas mal de choses et l'album Souvenir, eh bien, il s'ouvre en 1986, comme vous l'avez dit, avec Nelson Piquet. Oui, Nelson Piquet qui est le premier à s'imposer. On avait un moment imaginé faire ce Grand Prix en Union soviétique à l'époque et puis on s'était rabattu sur la Hongrie. En 1990, bien sûr, tout le monde se souvient en tant que Belge de la victoire de Thierry Boutsen, sa troisième et dernière avec une Williams. Il était parti en pôle, il avait résisté à Ayrton Senna, le devançant de 3 petits dixièmes à l'arrivée. En 1997, je me rappelle, on commentait avec Thierry Tassin, incroyable Damon Hill avec une Modesta Rose qui mène jusqu'au dernier tour et puis il a un problème mécanique et c'est Jacques Villeneuve et sa Williams qui finit par s'imposer. Rapidement en 2003, la première victoire de Fernando Alonso, il avait 22 ans et c'était le plus jeune vainqueur de l'histoire à cette époque-là, c'était avec une Renault. En 2006, la première victoire de Jenson Button, il était parti 14e, c'était dans des conditions météo apocalyptiques, c'était la première victoire depuis très longtemps d'un moteur Honda également. Et puis en 2007, le début des hostilités chez McLaren entre Alonso et Hamilton. L'Espagnol avait été accusé d'avoir bloqué son coéquipier dans les stands pour l'empêcher de faire la pole et il avait d'ailleurs été pénalisé. Oui, ça c'était pour le chapitre victoire et pour le chapitre rivalité. Et puis en 2009, on a connu un événement bien moins heureux avec le gros accident, le gros crash de Felipe Massa. Oui, ça c'était beaucoup moins comique, c'était pendant la séance qualificative, on était en direct et puis subitement, Felipe Massa, avec sa Ferrari, a continué tout droit, est allé s'encastrer dans le mur. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Au ralenti, on s'est rendu compte qu'il y avait un amortisseur de la suspension arrière de la Brown de Barrichello qui s'était détaché, qui était venu percuter le casque, la visière du côté gauche du Brésilien. Il était inconscient, transporté au centre médical, à l'hôpital, dans le coma, opéré. Grosse inquiétude. Finalement, il s'en est sorti sans trop de dommages. On peut se souvenir aussi en 2010 de Michael Schumacher qui était revenu avec ses Mercedes et qui avait tassé Barrichello le long du mur. Il avait d'ailleurs été pénalisé. Et puis en allant très vite, en 2014, la victoire de Ricciardo avec une Red Bull dans des conditions météo difficiles. Il avait dépassé sur la fin Hamilton et surtout Alonso pour s'imposer. Eh bien, on va passer tout de suite dans le paddock de Budapest en passant d'abord, Gaëtan, par la Bernie Avenue qui se trouve tout près du circuit. C'est étonnant, mais ça existe. Et d'abord, la bonne nouvelle du week-end qui nous vient de chez Sauber. L'écurie qui était au bord de l'asphyxie financièrement depuis plusieurs mois est sauvée. Reprise par un fonds d'investissement suisse, l'avenir est assuré. Je suis tellement heureux pour l'équipe, je me suis rendu à l'usine hier et les sourires étaient présents sur tous les visages. En fait, c'est un nouveau départ pour nous, comme un nouveau chapitre pour ce team. Cela insuffle aussi de nouvelles perspectives en matière de travail et de développement pour la voiture. Nous sommes très reconnaissants, mais le dossier est bouclé et le travail doit reprendre le dessus par rapport aux discussions. Il faut d'abord stabiliser ce groupe et ensuite nous pourrons penser aux améliorations nécessaires. J'espère que les avancées commenceront à payer dès cette année, car nous ne sommes pas satisfaits de la saison actuelle. Je suis persuadé que les progrès payeront l'an prochain. Le sourire chez Sauber, un sourire qu'Ericsson a retrouvé après sa violente sortie en essai libre à Silverstone, mais le Suédois a tout de même été secoué. Tu te sens un peu secoué après un tel crash. Le large check-up médical était très positif, donc tout roulait physiquement, mais je me suis senti un peu bizarre. Pendant quelques jours, j'avais certaines gênes. On sait que cela peut se produire après une course, donc je me sens à nouveau prêt pour me battre après les soins que j'ai reçus. Pascal Wehrlein, lui, est passé d'un extrême à l'autre. 10e en Autriche, mais dans le bac à gravier, à Silverstone, l'Allemand qui devance la plupart du temps son équipier en course, une différence qui se marque moins en qualification. C'est très simple à expliquer, vous savez, je poursuis mon apprentissage des pneus, il y a énormément de composantes différentes, c'est nouveau pour moi, donc j'apprends beaucoup en ce moment.
Depuis quelques semaines, les discussions transfert animent le paddock. Certains ne parviennent pas encore à confirmer, comme Palmer chez Renault. Difficile de faire abstraction des rumeurs et spéculations. Non, tout va bien pour moi. Nous savons tous comment cela fonctionne en Formule 1. Je dois me concentrer sur mon travail dans la voiture, simplement. Tout le reste est dérisoire. Je dois juste profiter des opportunités pour prouver ma valeur. Renault qui ce week-end a invité plusieurs pilotes, dont notre compatriote Max De Fourny, actif en Formule Renault 2.0. Le Belge reste sur 2 podiums en Autriche et occupe la 2e place du championnat. La marque aux losanges qui a profité d'une soirée au cœur de Budapest pour fêter le 110e anniversaire de sa première victoire en Grand Prix au Mans avec un Hongrois à son volant. L'occasion de comparer le bolide de 1906 et la monoplace 2016. Une petite respiration dans le paddock de Budapest et chose assez rare, on va pouvoir visiter un petit peu les coulisses de l'écurie Renault. Ce sera avec vous, Laurence, vous êtes responsable média, bonjour. Bonjour. Vous allez être notre guide pour cette petite visite guidée, on vous suit. Très bien, suivez-moi. Donc ici on est dans l'hospitalité réservée aux invités plutôt. Voilà. Bienvenue chez Renault Sport Formula One Team. Ici vous avez la partie qui est dédiée donc aux partenaires et aux sponsors et invités VIP. Vous avez la partie cuisine qui est tout au fond là-bas. Et puis par là-bas on va se diriger vers les bureaux. Voilà, donc là vous avez la partie logistique avec nos équipes qui s'occupent de logistique pour tous nos invités sur le Grand Prix. Alors nous arrivons ici dans les parties dédiées à la communication et au marketing. Donc par exemple, vous avez ici un endroit qui est dédié à la signature des t-shirts par nos pilotes. Et ici, vous avez le bureau dédié à la communication et au marketing. Alors ici, Laurence, on est passé dans l'hospitality qui est réservé exclusivement aux teams et aux pilotes. Et vous allez nous emmener dans la petite chambre de Jolyon Palmer. Veuillez me suivre. Bonjour la Belgique. Voilà, on est ressorti des hospitality et on va aller, vous allez nous emmener de l'autre côté où on va retrouver les ingénieurs en passant par l'endroit où on entrepose tous les pneumatiques. Ça se passe ici en haut, Laurence, et c'est un endroit très, très secret, hein, je pense. Oui, en fait, vous allez avoir l'occasion de découvrir la salle de réunion de tous les ingénieurs, un endroit où peu de gens ont accès d'ordinaire. Donc là, c'est un petit peu le centre névralgique du week-end. Exactement, donc je vais juste vous donner un aperçu de l'endroit où se passent les réunions avec les ingénieurs. On est redescendu de chez les ingénieurs et puis maintenant, Laurence, vous nous emmenez dans ce qui est un petit peu le sein des seins. Peu de caméras ont l'occasion d'y rentrer avec ici tous les casques audio de toute l'équipe pour communiquer durant les qualifications, la course. Et question casque, eh bien, on a ici les casques de Jolyon Palmer, prêts pour la qualification, pour la course avec les différents types de visières. Et puis pour finir, Laurence, vous levez un coin du voile sur l'arrière du stand Renault avec les 2 voitures qui sont prêtes et le reste, ça se passera en piste. Des rumeurs encore, celles qui envoient Alonso hors de la F1 après qu'il ait déclaré ne plus prendre de plaisir dans les monoplaces actuelles. Mais pas question de partir, répond l'Espagnol qui balaye les rumeurs et estime devoir trop s'exprimer dans les médias. À mes yeux, nous devons réaliser trop d'interviews en fait. Nous sommes surexposés dans les médias et nous abordons les mêmes sujets chaque semaine avec vous. Je me répète donc assez souvent, en 2017, les voitures devraient être plus fun. La Formule 1 actuelle n'est pas forcément celle que les pilotes apprécient. En fait, c'est impossible de tout donner. Nous avons l'obligation d'économiser les gommes, le carburant et tout le reste. Mais nous roulons contre notre instinct qui nous pousse à rouler vite. J'espère que nous pourrons améliorer tout cela l'an prochain. Par ailleurs, le projet McLaren Honda avance lentement mais positivement et cela devrait se poursuivre. Mon intention reste de gagner avec cette écurie mais aussi de prendre du plaisir en F1. C'est pratiquement impossible avec les voitures actuelles qui sont trop lentes. J'ai 35 ans et je ne serai pas éternel en Formule 1. Un jour, je changerai de discipline.
Mais vous retrouverez encore ce que je viens de vous dire dans d'autres médias la semaine prochaine et certains seront surpris que je pense à une autre catégorie. Rester, partir, bouger, une question bien de saison. Une interrogation que l'on pensait éteinte du côté de Sergio Pérez. Le boss Vijay Mallya affirmait la semaine dernière que sa paire de pilotes était fixée. Mais Pérez veut d'abord en discuter avec les sponsors. J'ai dit par le passé que j'étais un pilote chanceux car j'ai des sponsors extrêmement solides derrière moi. Ensemble, nous devons simplement regarder la meilleure option pour notre futur. La priorité se trouve là et pas ailleurs, mais on verra. Chez Williams, cela se précise aussi, du moins du côté de Valtteri Bottas. Il y a comme un goût d'inachevé pour le Finlandais. Bottas veut rester chez Williams. Oui, j'aimerais poursuivre cette aventure chez Williams. D'après moi, nous n'avons pas encore accompli tout ce qu'on devait faire ensemble. Eux et moi, on souhaite des meilleurs résultats simplement. Felipe Massa, lui, ne se préoccupe pas encore trop de toutes ces discussions. Le Brésilien, qui, comme beaucoup de pilotes, habite Monaco. Il a été marqué par l'attentat de Nice. Massa était à l'aéroport ce soir-là. J'y étais vers minuit et l'attentat s'est déroulé vers 22h30, donc une grosse heure avant que je n'arrive à Nice. Le choc était vraiment très présent à l'aéroport aussi car ils nous ont informés de la situation. J'ai essayé de quitter l'aéroport aussi vite que possible. C'était assez choquant, il y avait beaucoup de voitures de police. C'est tellement dommage ce genre de moment, certains perdent la vie sans raison. Dans le paddock de Budapest, deux gros sujets de conversation, de discussion. D'abord, le franchissement des limites de la piste avec lequel on a eu beaucoup de soucis en Autriche et en Grande-Bretagne. Et ici, Gaëtan, à Budapest, la FIA a décidé de réagir avec un tout nouveau système. Oui, ils ont émis une directive qu'ils ont envoyée au team. Ça concerne le virage 4 et le virage 11. Désormais, il y a un système électronique qui a été installé. Et lorsque les 4 roues d'une voiture sont en dehors des limites de la piste, eh bien, il y a un signal qui est envoyé au commissaire sportif. Des nouveaux vibreurs ont été installés et les dégagements de la piste modifiés à ces endroits-là. Des dégagements qui sont désormais au même niveau que les vibreurs. Et c'est un nouveau système qui ne plaît pas à tout le monde, dont à Sébastien Vettel. On a justement questionné le quadruple champion du monde à ce sujet. Je crois que c'est la FIA qui doit être pointée du doigt dans ce dossier. C'est elle qui aménage les circuits comme cela et qui fait que nous sommes parfois plus rapides en sortant légèrement de la piste plutôt qu'en restant sur le tracé. Je suis allé autour du circuit ce matin et c'est un peu perturbant, oui. Je suppose qu'on a investi de grosses sommes dans ce système, mais les circuits sont dessinés pour rester sur la piste et non pour déborder. C'est en aménageant les circuits qu'il faudrait penser à cela pour ne pas devoir prendre de telles mesures ensuite. Ça n'a pas de sens si vous ne réfléchissez pas avant. Et on parle aussi beaucoup, Gaëtan, des règles de communication radio qui étaient assez floues depuis le début de saison. Rosberg à Silverstone a été rétrogradé de la 2e à la 3e place à cause de ces communications radio. Mais ici aussi, la FIA a clarifié les choses. Oui, donc concernant le souci de Rosberg à Silverstone, il a été informé d'un problème sur sa boîte de vitesse, jusque-là ça va, mais aussi de la manière dont il devait gérer ou corriger ce problème, et là ça n'allait plus. Alors la FIA désormais, à la demande des teams, a un peu affiné le règlement en disant maintenant quand un pilote est averti d'un problème sur sa voiture, ça doit immanquablement être suivi d'un autre message enjoignant au pilote de rentrer au stand pour corriger le problème ou bien carrément pour abandonner. De nouveau, Sébastien Vettel a réagi à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. C'est absolument n'importe quoi. Tous les problèmes autour des radios, c'est une grosse blague. Je me mets à la place d'un téléspectateur et je trouve que c'est assez divertissant entendre la panique d'un pilote liée à la panique de son team à la radio. C'est une note humaine dans notre sport. Je comprends qu'on favorise la technique, mais là on prend la mauvaise direction. Beaucoup de contenus ennuyeux sont déjà supprimés des radios, d'accord. Alors où est le problème? Si vous voulez changer, alors modifions les voitures carrément. Aucun souci, retournons au modèle B12 ou aux consoles de jeu avec 2 boutons, un pour la limite de vitesse et l'autre pour confirmer au stand qu'on va rentrer.
Passage du côté de chez Red Bull où Max Verstappen respire la confiance depuis qu'il a débarqué aux côtés de Ricciardo. Tout se passe très bien depuis mon arrivée chez Red Bull. Je me sens très à l'aise dans la voiture et c'est un point très important. J'espère qu'on va poursuivre ainsi. Vous êtes encore en apprentissage? Oui, absolument, j'apprends à chaque course. Quel est l'objectif pour la deuxième partie de saison? Moi, je dirais poursuivre de la sorte, repousser Ferrari et se rapprocher de Mercedes. Finir dans le top 3 du championnat, c'est possible? Naturellement, je l'espère. On fera le bilan en fin de saison. Il faut surtout être devant Ferrari. Vous avez de plus en plus de fans à travers le monde. C'est un sentiment spécial, je présume. Ah oui, ça signifie qu'on fait du bon travail et j'espère en séduire encore beaucoup plus. Daniel Ricciardo devancé 4 fois en 6 courses par son jeune équipier. C'est beaucoup pour l'Australien, malchanceux depuis le début de saison. La pression de Verstappen est là, il faut inverser la tendance. Mais ce sport fonctionne ainsi, vous traversez des bons passages puis des moins bons. J'ai obtenu de bons résultats sur cette piste dans le passé. Je garde une grosse confiance dans mon pilotage, honnêtement. Je dois encore travailler et encore croire en ce que je suis capable de faire. Le résultat viendra, j'espère déjà ce week-end. Mention insuffisant encore et toujours chez Ferrari qui a vu revenir Red Bull à 6 points au championnat constructeur. On se connaît et on ne doit pas constamment regarder les performances des adversaires. On aurait pu faire mieux parfois et on sait qu'on voudrait se trouver plus haut dans la hiérarchie, oui. La satisfaction n'est pas là et on maintient notre travail avec force. Ce n'est pas si simple parfois. Si on pouvait changer les choses en une nuit, croyez-moi, on l'aurait déjà fait. Vague de confiance par contre du côté de Lewis Hamilton, victorieux de 4 des 5 dernières courses. Le champion du monde a su effacer un début de saison malchanceux. Tu penses parfois que tout va rouler pour toi, mais la vie ne fonctionne pas de la sorte. Tu rencontres des périodes creuses et tu dois réussir à passer au-dessus. Ce cas concret m'est arrivé cette année et je dois continuer ainsi. Vous avez eu 43 points d'avance, il n'y en a plus qu'un. Je sais que vous ne partagez pas cet avis, mais il y a quand même de quoi sentir une certaine pression sur les épaules, non? Ce que tu dis, c'est un fait, hein. Mais je vais contre toi en disant, on était à 0 aussi au début de la saison. Maintenant, on est à 1 dans mon faveur. Donc ça, c'est plutôt bien quand même. Hamilton s'est rapproché au plus près de son équipier, le Britannique, qui prend plus de plaisir qu'auparavant dans le succès. Totalement, oui, je crois sans doute plus en la vie aussi. Grâce à mon expérience, j'évalue les situations d'une manière différente. Je parviens également à mieux analyser ce qui m'arrive. C'est très facile de voir le temps passer sans analyser les événements, mais plus tu prends de l'âge, plus tu réfléchis aux choses. Je vois le support que les gens me donnent chaque week-end. Comme j'arrêterai un jour, je profite vraiment de chaque instant, je prends du plaisir et je tente de donner le maximum pour ne rien regretter et aussi pour vivre les moments à fond. Dans la pit lane hongroise, cela s'anime avec une petite séance de gymnastique en guise d'échauffement chez Haas, le team américain qui a dû s'inspirer de Ferrari car du côté des rouges, c'est même devenu un rituel immuable. Une séance interrompue tout de même le temps d'un instant, le temps d'un passage du petit train Williams, matériel et voiture de retour du contrôle technique. Et pendant ce temps, chez Mercedes, place aux supporters venus en nombre, place aux enfants surtout. L'opportunité pour plusieurs petits chanceux de poser à côté de la voiture du champion du monde. Retour dans le paddock pour y croiser le grand patron Bernie Ecclestone et les affaires reprennent déjà vendredi. Un nouveau contrat paraphé, celui de Nico Rosberg, cette fois 2 ans de plus chez Mercedes. C'est un bel événement pour moi, une nouvelle étape dans ma vie, encore une fois, dans ma vie de boulot, on va dire ça comme ça. Et je suis content parce que Mercedes, c'est ma famille dans le sport automobile, hein, et de pouvoir rester ici encore plusieurs années, c'est top. Et j'espère et je suis sûr qu'on va avoir encore beaucoup de succès ensemble. Vendredi animé dans le paddock, en piste aussi avec la sortie de Lewis Hamilton en essai libre 2.
J'ai touché un bloc dans une courbe, c'était à l'arrière gauche. Je suis parti en tête à queue alors. Ils ont placé cet élément récemment, ça rend la trajectoire un peu plus serrée. Obligation ensuite pour le Britannique de passer par le centre médical pour un check-up complet. Feu vert pour Lewis, tout est OK, le week-end peut continuer. On passe aux qualifications avec Gaëtan, une séance un peu folle, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'avez pas battu votre record de tenir l'antenne durant 4 heures comme au Canada, mais c'était déjà pas mal, hein, 2 heures. Oui, c'était pas mal, il faut dire que c'était des conditions incroyables. La pluie, donc il a fallu postposer 2 fois la Q1 et puis des accidents, celui d'Ericsson, drapeau rouge, celui de Massa, drapeau rouge, celui d'Arianto, drapeau rouge 3 fois. Et puis, toutes les gommes pour pistes sèches qu'on voit ici, eh bien, on n'a pas pu les employer et on a dû passer aux pneus pour forte pluie et plus tard aux pneus intermédiaires. Il fallait choisir les bons pneus au bon moment. En Q2, il y en a un qui l'a pas bien fait, c'est Raikkonen piégé 14e. Par contre, très belle prestation de Grosjean aux portes de la Q3. C'est extrêmement compliqué comme condition puisqu'on sait que si on fait une erreur, ça y est, c'est terminé, on n'a pas une autre chance. On sait que c'est le dernier tour qui compte. D'un côté, il faut, entre guillemets, poser le cerveau pour aller à fond. Et d'un autre, il faut garder une petite limite partout. Puisqu'on sait que si on met la roue à 5 cm en dehors de la ligne sèche, ben c'est en général pas bon signe. On passe au top 10 avec en 5e ligne Nico Hülkenberg aux côtés de Valtteri Bottas. Et puis, très belle performance des McLaren, toutes les deux en Q3. Alonso 7e, Button 8e. Cette piste correspond très bien à notre voiture et nous sommes compétitifs depuis le début du week-end. J'ai à chaque fois été en 7e position. Il faudra améliorer ça ce dimanche. Depuis 2014, je pense que c'est la première fois que nos 2 voitures se trouvent en Q3. C'est une bonne progression et ça nous ravit. 6e sur la grille, on retrouve un Carlos Sainz qui continue à impressionner. C'est un peu le maximum qu'il peut faire avec sa Toro Rosso. Et puis 5e place sur cette grille de départ, Sébastien Vettel, un peu déçu. On pouvait peut-être aller chercher la première ligne ou le top 3, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Au vu des conditions météo, tout était possible et on aurait pu remonter sur la fin, mais la voiture se bonifie, c'est déjà ça. En 2e ligne, beau tir groupé des Red Bull, Ricciardo 3e, Verstappen 4e, un peu piégé par les circonstances. La voiture devant moi était sortie trop large et je savais que j'allais perdre du temps en fin de séance. À 1 ou 2 secondes près sur la ligne, je pouvais tenter un nouveau tour. C'est dommage, mais je n'aurais peut-être pas su améliorer mon temps car il y avait un drapeau jaune, mais ça va, on ne le paye pas trop fort. Fernando était presque au milieu de la piste. J'ai compris la situation, donc j'ai agité la main. À la radio, j'ai exprimé un peu de frustration. Notre objectif est de tenter chaque fois d'embêter les Mercedes. Je crois qu'on avait une belle opportunité de le faire ce week-end. Un 3e temps, c'est bon. C'est ma meilleure qualification ici. On arrive aux avant-postes et on arrive surtout, Gaëtan, à cette première ligne 100% Mercedes. Et oui, à nouveau, ça s'est joué à pas grand-chose. Hamilton était dans un bon dernier run, mais il a été piégé par le tête à queue d'Alonso. Et Rosberg, il a eu un tout petit peu plus de réussite, mais encore fallait-il améliorer son chrono, ce qu'il a fait. Sortir du virage et voir Fernando en difficulté face à moi, je m'y attendais vraiment pas. Je le voyais d'abord au loin et j'étais persuadé qu'il finirait son tour. C'est tellement inattendu. En fait, c'était un double drapeau jaune. Avec un seul, ça ne dure parfois que quelques secondes, mais avec 2 drapeaux, c'est totalement injouable pour faire un temps. Je sais que mon tour, c'était top à la fin et je suis content, ça l'a bien fait. Et ce premier virage, capital d'être en tête après, parce qu'alors le ciel devrait un peu s'éclaircir. Ça aussi, ça c'est à voir demain, mais évidemment oui, le départ il est important, mais je me sens bien pour ça. Voilà Gaëtan, je pense qu'on a tout dit. Et oui, il nous reste à vivre ensemble bien sûr ce 11e Grand Prix de la saison. On rejoint notre cabine, à tout de suite.